Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur nombre complexe et transformation du plan. Spécialement, nous allons voir d'une manière générale les similitudes indirectes. Bon, je pense que ces cours-là ne se donnent pas très facilement partout. Et je crois que ceux qui font les séries scientifiques, surtout la série C, hein, c'est dans leur programme. Et si vous avez eu la chance de cliquer sur cette vidéo, estimez-vous chanceux parce que vraiment, vous allez découvrir plein de choses. Et je pense que vraiment ça va vous intéresser. De toute façon, je n'ai pas envie, habituellement, je n'ai pas envie de faire des commentaires en début de mes vidéos. Je passe directement dans le vif du sujet. Mais si je tiens à le rappeler, sachez que vraiment, si vous avez eu la chance de cliquer sur cette vidéo parce que vous aimez ce type de contenu, alors vous avez trouvé la bonne chaîne. OK? Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Vous allez constater par vous-même. Bien, on continue. Bien, on nous donne l'application FA du plan dans lui-même, OK, qui à tout point M d'affixe Z égale à X plus IY, associe le nombre complexe, associe M' d'affixe Z' égale à IA Z bar plus 2A facteur de 1 moins I. Alors, A étant un nombre réel, bien entendu. On nous dit dans la première question de donner suivant les valeurs du réel non nul A, l'ensemble des points invariants de l'application FA. Alors souvent, c'est des questions qui embêtent beaucoup les apprenants et nous allons voir exactement pour ce genre de questions comment il faut leur traiter, ok? Donc, on y va. Bien. Alors, vu que c'est une... je rappelle que toute application de la forme Z', Z' égale à AZ bar plus B avec A non nul est une similitude indirecte. Hein, ça, c'est l'écriture complète des similitudes indirectes de façon générale. D'accord? Voilà. Donc ici, pour donner la nature et pour donner suivant la valeur du réel A non nul, l'ensemble des points invariants de FA, nous allons écrire d'abord l'expression analytique de l'application F. Soit Z égale à X plus IY. Alors Z', ça fait X' plus IY'. Maintenant, nous allons écrire l'expression analytique de l'application FA d'abord. Donc, on aura quoi? Nous avons Z' égale à IA Z bar plus 2A facteur de 1 moins I. Ce qui est égal à quoi? Ça fait IA facteur de X moins IY. Z bar, ça fait, si Z est égal à X plus Y, Z bar, ça fait X moins IY plus 2A. Ici, nous allons développer 2A moins 2AI. OK? Nous allons regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, ici, nous aurons quoi? IAX, autrement dit AXI, I carré égale moins 1. Donc, on aura plus AY plus 2A moins 2AI. Alors, la partie réelle est donnée par AY plus 2A plus I facteur de AX moins 2A. Hein? Donc, dans les termes contenant I, voilà, nous allons factoriser I. Donc, déjà ici, vous voyez, mais Z' c'est X' plus IY'. Nous savons aussi que deux nombres complexes sont égaux seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, à partir de cette propriété, on aura quoi alors? Donc, on a donc ceci signifie que X', la partie réelle de ce qui est à gauche, c'est X', qui est égal à la partie réelle. Donc, ça fait AY plus 2A. Et Y' égale AX moins 2A. OK? Voilà l'expression analytique de l'application FA. Alors, c'est quoi un point invariant? Donc, un point M. Un point
M de coordonnées x, y est invariant par l'application FA si et seulement si FA de M égale à M. C'est-à-dire ce point est sa propre image, ok? Voilà, donc si un point est son image, alors c'est un point invariant. Mais FA de M égale à M équivaut à quoi? Alors, analytiquement, ça veut dire que X', puisque l'image M est confondu à M', donc X' égale à X et Y' égale Y. D'accord? Hein, ça veut dire que X' égale à X et Y' égale Y. C'est-à-dire, mais X', nous avons X' ici en fonction de Y. Donc, on vient de dire que AY plus 2A égale X et AX moins 2A égale Y. D'accord? Voilà. Voilà le système qu'on obtient. Mais ce système équivaut à quoi? Donc, on va résoudre, voilà. Donc, c'est le système que nous allons résoudre pour trouver les points invariants. Hein, c'est le système à deux inconnus X et Y. Mais ce système est équivalent à quoi? Alors, ici, on aura, si X vient de ce côté, on aura moins X plus AY qui est égal à 2A. Et ici, AX moins Y, le Y il vient à gauche, ça fait moins Y. Maintenant, moins 2A vient à droite, ça devient 2A. Aha, donc ici, j'ai fait une erreur ici. Voilà. X vient ici, ça fait moins AX plus, moins X plus AY. Maintenant, plus 2A va à droite, ça devient moins 2A. OK. Voilà le système qu'on va résoudre. Hein? Alors, pour résoudre des systèmes comme ça, c'est un système de deux équations à deux inconnus x, y. Alors, nous allons chercher le déterminant du système, c'est-à-dire nous allons utiliser la méthode de Cramer. Je suppose que vous la connaissez. D'accord? Bon. Donc, le déterminant du système, alors ce système, je vais l'appeler S par exemple. Hein, S. Le déterminant du système S est égal à quoi? On prend les coordonnées moins 1 et A, c'est-à-dire que les coefficients de X, vous voyez non, il y a moins 1 et A, moins 1 A. Et les coefficients de Y, ça fait A et moins 1. A et moins 1. Hein? Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est le déterminant de la matrice de ce système. OK? Bien. Alors, ça, c'est égal à quoi? Moins 1 fois moins 1. Donc, on aura moins 1 fois moins 1, moins A fois A, ce qui donne A au carré. Mais moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, le déterminant du système, ça fait 1 moins A au carré. D'accord? Bien. Mais, pour qu'un système soit cramérien, il faut que son déterminant soit non nul. OK? Si le déterminant est non nul, alors le système est celui de Cramer et il admet un unique couple solution. Dans le cas contraire, on peut avoir soit une infinité de solutions, soit aucune solution. Voilà les cas possibles. Donc ici, nous allons distinguer trois cas. Alors, donc ici, nous allons chercher d'abord voir quelles sont les valeurs de A pour lesquelles le déterminant du système est égal à 0. Donc si nous résolvons l'équation dt de S égale à 0 équivaut à 1 moins A carré égale 0. 1 moins A carré, donc on aura quoi? A carré égale à 1, c'est-à-dire A égale plus ou moins 1. Donc, moins 1 ou bien A égale 1. Voilà. Donc, si A prend les valeurs moins 1 ou 1, le système n'est pas de Cramer. OK? Alors, comme il n'est pas de Cramer, nous allons distinguer cas par cas. Donc, premièrement, nous allons voir si A vaut 1. Qu'est-ce qui se passe? Quelle sera la nature de notre application FA? Si A est égal à 1, alors
Le système S est équivalent à quoi? C'est une valeur fixée. Donc, vous revenez pour remplacer A par 1 dans le système pour voir ce que ça vous donne comme système. Mais en remplaçant A par 1, nous aurons moins X plus Y égale moins 2. Et X moins Y égale à 2. Alors, mais avec ce système, si vous prenez un couple qui est solution de l'une des équations, vous allez voir est-ce qu'il est aussi solution de l'autre équation. Par exemple, le couple 2, 0 vérifie la deuxième équation. Quand je remplace x par 2 et y par 0, ça vérifie la deuxième équation. Maintenant, est-ce que le couple 2, 0 vérifie la première équation? C'est bien le cas aussi. On aura moins 2 plus 0 égale moins 2. Donc, voilà. Le couple, comment j'ai choisi? Vous-même, vous fixez. Par exemple, vous prenez x, y égale à 0. Si on prend, je dis pour y égale à 0, x égale à 2. Donc, j'ai utilisé 1 et 2. Dans l'équation 2, voilà, le couple 2, 0 vérifie la deuxième équation. Vérifie les deux équations, ok? Vérifie 1 et 2. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que l'ensemble des points, ça dit que l'ensemble des points invariants, c'est quoi? C'est tous les points qui vérifient la droite d'équation x moins y égale à 2, ok? Vous voyez que si vous multipliez la première ligne par moins 1, vous obtenez la seconde ligne. Donc, ici, on dira que l'ensemble des points invariants, l'ensemble des points invariants de FA est la droite d'équation x moins y égale à 2. Voilà. C'est la droite d'équation x moins y égale à 2. Bien. Maintenant, si A vaut moins 1, si A est égal à moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans ce cas, le système S va s'écrire comme ceci. On aura moins x, moins y égale. Alors, moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Et ici, moins x, moins y égale 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Alors, déjà, quand vous observez ce système, vous voyez, moins x, moins y, c'est encore moins x, moins y. Donc, ça veut dire que moins x, moins y a deux valeurs distinctes. Comment un nombre peut en même temps être égal à son opposé? Vous voyez que ce système n'a pas de solution. Voilà, donc, c'est ça. Le couple moins 1 vérifie la première équation, mais ne vérifie pas la deuxième équation. Donc, le système n'a pas de solution. Par conséquent, l'ensemble des points invariants est l'ensemble vide. Hein? Donc, ça, c'est un système, ce système est incompatible. Le système est incompatible. Donc, l'ensemble des points invariants. Alors, bon, je vais noter inv FA, l'ensemble des points invariants, ok? Donc, inv de FA est l'ensemble vide pour éviter d'écrire des phrases trop longues. Donc, l'ensemble des points invariants dans ce cas est l'ensemble vide. Bien. Maintenant, troisième point. Si A est différent de moins 1 et 1, c'est-à-dire quoi? Si A appartient à l'ensemble R privé de moins 1 et 1, bien sûr, A était déjà non nul, hein? Vous le savez. Donc, en d'autres termes, si A appartient à R privé de moins 1, 0 et 1, si vous voulez. Sinon, l'énoncé a déjà dit que A est non nul. Alors, en ce moment, le déterminant du système est différent de 0. Donc, le système a un unique couple solution.
Et si le système a un unique couple solution, ça veut dire que l'ensemble des points invariants de l'application FA est un point. Voilà. OK? SA, un unique couple XY. Voilà, solution. Avec, nous allons calculer le X et le Y. Hein? Avec X égale à quoi? X, ça fait, alors, le déterminant du système au dénominateur. Donc, pour calculer X, nous allons prendre, hein? Alors, d'une manière générale, je vais vous rappeler la propriété. Donc, vous avez un système comme ça, X' égale à AX plus BY plus C. Non. Excusez-moi. Vous avez un système comme ça, AX plus BY égale C. Et A'X plus B'Y égale à C'. Donc, lorsque le déterminant du système est non nul, pour calculer la composante X, ça fait C'. Est-ce que vous voyez? Donc, X égale le déterminant du système. Et ici, on prend C', B'. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire. C'. Donc, ça fait 2, moins 2. Et moins 1. Alors, le calcul nous donne, alors le déterminant du système, c'est 1 moins A carré. Ici, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Voilà, moins 1. Donc, X égale tout simplement moins 3 sur 1 moins A carré. Maintenant, le Y, lui, est égal à quoi? Alors, le Y, voilà. Le Y, ça fait A', C', sur le déterminant du système. Donc, en appliquant ça ici, nous aurons moins 1, 2, moins 2. 2, moins 2 sur le déterminant du système qui est 1 moins A carré. Le calcul nous donne 2 plus 2 sur 1 moins A carré. C'est-à-dire ça fait 4 sur 1 moins A carré. Voilà. Donc, en gros, c'est pour dire quoi? Que l'ensemble des points invariants est le point. Hein? L'ensemble des points invariants inv de FA, c'est un point oméga, par exemple, de coordonnées, ce que nous avons trouvé. Hein, coordonnées x, y. Donc, moins 3 sur 1 moins A carré et 4 sur 1 moins A carré. Voilà l'ensemble des points invariants. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. La deuxième question nous demande pour quelle valeur de A l'application FA est-elle une isométrie du plan? OK? Voilà. Donc, alors, voilà, un rappel très important. Toute application dont l'expression analytique est de la forme X' égale à AX plus BY plus C et Y' égale à A'X plus B'Y plus C' est une application affine du plan dans le plan. FA est une application affine. Maintenant, pour qu'une application affine soit une isométrie, il suffit que son application linéaire associée soit aussi une isométrie. OK? Voilà, donc c'est ça qui est encore très intéressant. Alors ici, nous allons dire quoi? FA est une isométrie si et seulement si son application linéaire associée est une isométrie. Donc, l'application linéaire associée est l'autre. Si FA c'est une application du plan vers le plan, mais l'application linéaire associée est l'autre, c'est une application de l'ensemble des vecteurs du plan vers l'ensemble des vecteurs du plan. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, l'autre, son ensemble de départ, c'est
le plan vectoriel, voilà. Et son ensemble d'arrivées est aussi le plan vectoriel. Vous devez vraiment mettre cette distinction dans vos têtes. OK? Bien, donc, on continue. Je dis FA est une isométrie. Isométrie, voilà. Soit phi A, voilà, l'application linéaire associée à FA. D'accord? Alors, phi A est une isométrie. Quand est-ce que phi A est une isométrie? Ça aussi, c'est à savoir. Hein? On dira que phi A est une isométrie si et seulement si phi A est orthogonal. Ça veut dire quoi, phi A est orthogonal? C'est-à-dire que le couple phi de I, phi de J est une base orthonormée. Hein? D'accord? Si et seulement si le couple phi de I, phi A du vecteur I, phi A du vecteur J. N'oubliez pas que je vous ai dit, phi traite avec les vecteurs et l'image d'un vecteur est un vecteur. C'est très important. Donc, le vecteur, le couple vectoriel phi A de I et phi A de J est une base orthonormée. OK? Est une base orthonormée. Donc, j'ai abrégé. D'accord? Voilà. Donc, pour cela, nous allons déterminer phi A du vecteur I et phi A du vecteur J. Et comment on détermine ça? Ça aussi, il faut le savoir. OK? Donc, c'est très important. Ouais. Phi A de I égale. Alors, voilà, avant de déterminer phi A de I, nous allons voir comment on quitte. On va se servir de FA. Mais comment ça se passe? C'est très important. Nous allons poser soit le vecteur, soit I égale à O, I, comme ça. Le vecteur I, notre repère c'était OIJ. O vecteur I, vecteur J. Maintenant, je vais poser vecteur I égale à OI. Vous-même, vous voyez que dans ces conditions, vous connaissez O est l'origine du repère. Donc, vous connaissez les coordonnées de O et de I. D'accord? Voilà. Hein? Et vecteur J égale à OJ. D'accord? Donc, vous-même, vous savez que O a pour coordonnées 0, 0. Bon, je vais vous rappeler. I a pour coordonnées 1, 0. Et J a pour coordonnées 0, 1. D'accord? Bien. Mais nous savons que phi du vecteur I, hein, c'est un vecteur I'. Et pour trouver ce vecteur, phi du vecteur I, ça fait encore phi de OI, comme ça. Voilà. Mais, puisque, quel est le lien maintenant entre phi et phi A? Nous parlons de phi A ici. Voilà. Phi A et FA, c'est quoi? C'est que phi A de OI, ça fait maintenant FA. Ça fait FA de O, FA de I. Comme ça. Parce que FA, lui, il transforme un point en son image. Et voilà la relation qui lie FA et phi. Donc, c'est très important. Ça, c'est un élément du cours. Bien. Donc, c'est fini. Une fois que j'ai ça, ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est de trouver les coordonnées de FA de O. Voilà, du point FA de O et FA de I. D'accord? Mais comme nous connaissons l'expression analytique de FA, alors je vais rappeler l'expression analytique de FA ici. FA, nous avons dit, il est défini analytiquement par X' égale AY plus 2A. Et Y' égale AX moins 2A. Alors, donc pour trouver l'image, le point FA de O aura pour coordonner quoi? FA du point O aura pour coordonner, vous remplacez ici les coordonnées du point O. Hein? FA de O, c'est un point O'. Alors, les coordonnées de O, c'est 0, 0. Quand on remplace X par 0, Y par 0, on a 2A et moins 2A. Donc, nous avons 2A moins 2A. OK?
Voilà les coordonnées de FA de O. Maintenant, FA du point I, lui là pour coordonner quoi? Les coordonnées de I c'est 1 et 0. Donc on remplace X par 1 et Y par 0. Donc Y par 0, on aura l'abscisse, ça fait 2A. Et comme X vaut 1, A moins 2A, on aura moins A ici. Moins A. Voilà les coordonnées de FA de I. Maintenant, FA de J. Je vais déterminer ça en même temps parce qu'on en aura besoin aussi. FA du point J a pour coordonner quoi? Le point J a pour coordonner 0, 1. Donc, ici égale à 0, Y égale à 1. Mais quand on fait Y égale à 1, A plus 2A, on aura 3A. Voilà. X égale à 0, on aura moins 2A. Voilà les coordonnées de FA de J. Une fois que ceci est déterminé, donc c'est très simple maintenant. Alors, maintenant le vecteur FA de O, FA de I est égal à quoi? Donc, finalement, phi A de I, ça fait. Alors, on dit FA. Quand vous voulez calculer les coordonnées de vecteur AB, vous faites X de B moins X de A. Voilà. OK, du vecteur AB. Ça fait X de B moins X de A dirigé par I. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. OK. Donc, ça fait 2A. 2A moins 2A. Voilà, 2A moins 2A dirigé par I. Plus, voilà, moins A moins 2A. Donc, moins A plus 2A, ça fait A. A dirigé par J. Mais 2A moins 2, ça fait 0. Donc, ici, ça nous donne tout simplement AJ. Voilà. Donc, on a phi A de I égale à AJ. C'est très important. Bien. Maintenant, nous allons faire la même chose pour trouver phi A de J. Maintenant, phi A du vecteur J, ça fait phi A de O, OJ, comme ça. Ce qui donne FA de O, FA de J. Voilà, ce vecteur-là. OK? Et il est égal à quoi? FA de J, nous avons ces coordonnées. Ça fait 3A. Donc, 3A moins FA de O moins 2A dirigé par I plus, voilà, moins 2A. Hein, l'ordonnée de FA de J, ça fait moins 2A. Moins 2A, donc moins 2A plus 2A dirigé par J. Donc, finalement, on trouve là-bas quoi? 3 moins 2A, ça fait AI. Voilà, ça fait AI tout simplement. Ici, ça fait 0. Vecteur nul en fait. Donc, phi A du vecteur J égale A fois le vecteur I. OK? Voilà. Bien. Donc, nous avons trouvé ce qu'on voulait. Maintenant, nous allons calculer. Alors, quand est-ce que le couple phi A de I et phi A de J est une base orthonormée? Pourquoi une base orthonormée? Une base est orthonormée si la norme des vecteurs est égale à 1 et que le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons calculer phi A de I scalaire. Donc, ici, on a phi A. Phi A de I scalaire phi A de J. Donc, pour que ça soit une base orthonormée, nous disons qu'il faut que quoi? Phi A de I scalaire phi A de J soit égal à 0. Calculons ce produit scalaire. Ce produit scalaire, ça fait AJ scalaire AI. Mais ça fait quoi? Ça nous donne A carré fois I scalaire J. Mais puisque OIJ est une base autonome, si OIJ est une base autonome, alors I scalaire J donne 0. Donc ceci donne 0. A carré fois 0, ça fait 0, car OIJ est une base orthonormée, c'est-à-dire I est orthogonal à J. Voilà. Donc nous venons de voir que là-bas, quelle que soit la valeur de A, le produit scalaire donne 0. Maintenant, le deuxième aspect, nous allons voir
Alors ici, la norme maintenant, norme de phi A de I, ça fait quoi? La norme de phi A de I, ça fait tout simplement la norme, c'est égal à la norme du vecteur AJ. Mais la norme de ce vecteur, ça fait la norme de lambda V, si lambda est un scalaire, est un réel, norme de lambda V, ça fait valable celui de lambda fois norme du vecteur V. Donc ici, ça fait valable celui de A fois la norme du vecteur J. OK? Mais puisque OIJ est un repère autonome, norme de J égale à 1. Donc ici, ça donne valable celui de A que multiplié par 1, ce qui donne valable celui de A tout simplement. OK? Pareil, norme de phi A de J, ça fait norme de AI. Donc c'est la même chose que nous allons trouver fois norme de I. Norme de I égale à 1. Donc ça nous donne encore valable celui de A. Maintenant, c'est nous qui imposons, nous voulons que ça soit une base autonormée. Donc pour cela, pour que ça soit une base autonome, il faut que valable celui de A soit égal à 1. Voilà. Donc, alors, valable celui de A égal à 1 équivaut à quoi? A étant un réel non nul, valable celui de A égal à 1 si et seulement si A égale moins 1 ou A égale à 1. Voilà. Donc, voilà les valeurs de A pour lesquelles phi A est une isométrie et par conséquent, FA est aussi une isométrie. Voilà. Maintenant, la dernière question, toujours dans la question on dit dans chaque cas, préciser les éléments caractéristiques de FA. OK? Donc, c'est ce que nous allons préciser maintenant. Éléments caractéristiques, ou bien les éléments caractérisant FA. Les éléments caractérisant FA. D'accord? Voilà. Bien. Donc, si A vaut moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Et si A vaut 1, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons voir. Nous allons commencer par A égale à 1 d'abord. Si A égale à 1, alors l'expression analytique, nous savions que l'expression analytique de FA, c'était ça. En remplaçant A par 1, le système qu'on obtient, voilà. L'expression analytique nous donne x' égale à y plus 2 et y' égale à x moins 2. En remplaçant A par 1 dans l'expression analytique, nous obtenons x' égale à y plus 2 et y' égale à x moins 2. Mais lorsque A était 1, on avait vu que pour A égale à 1, l'ensemble des points invariants était la droite d'équation y égale à x moins 2 ou bien x moins y égale à y 2. Voilà. Donc on avait vu que l'ensemble des points invariants était la droite d'équation x moins y. Alors, l'ensemble des points invariants de l'application F1 est la droite d'équation x moins y égale à 2. Nous avons déjà vu ça. D'ailleurs, si vous remplacez x' par x ici, c'est ce que vous obtenez. OK? Voilà. Mais, lorsqu'on a une isométrie du plan, quand on a une isométrie dans le plan de P dans P, alors, selon l'ensemble des points invariants, on peut déterminer directement la nature et les éléments caractéristiques de cette isométrie. Si une isométrie plane a pour ensemble des points invariants une droite, alors forcément c'est une symétrie orthogonale d'axe, la droite en question. Donc ici, il n'y a rien à faire, on va dire tout simplement que, voilà, pour A égale à 1, FA est la symétrie orthogonale, donc voilà. F1, précisément F1 est la symétrie orthogonale d'axe, la droite d'équation, voilà, x moins y égale à 2. C'est que l'ensemble des points invariants en question, quoi. Voilà, et c'est tout. Donc l'élément caractéristique, c'est la droite. Et la nature, c'est une symétrie orthogonale. Bien. Ça, c'est pour A égale à 1.
Maintenant, si A vaut moins 1, si A vaut moins 1, l'application F-1 est définie analytiquement par quoi? On aura X' égale moins Y moins 2 et Y', vous remplacez A par moins 1 ici. Moins Y moins 2 et moins X plus 2. Y' égale moins X plus 2. Et lorsque A vaut moins 1, nous avons vu que l'ensemble des points invariants était l'ensemble vide. Alors, si une isométrie du plan a pour ensemble des points invariants l'ensemble vide, alors, on a deux cas. Soit c'est une translation, soit c'est une symétrie glissée. C'est très important de le savoir, ok? Voilà. Soit c'est une translation, soit c'est une symétrie glissée. Mais vous connaissez l'expression analytique d'une translation. Et ici, clairement, ce n'est pas l'expression analytique d'une translation, parce que l'expression analytique d'une translation est de la forme X' égale à X plus un certain alpha et Y' égale à Y plus un certain bêta. Bêta et alpha des réels. Voilà. Le couple de coordonnées alpha bêta sera le couple de coordonnées du vecteur de cette translation. Ce n'est pas le cas ici. Donc ici, nous voyons que l'expression analytique de F-1 n'est pas celle d'une translation. OK? Donc vous pouvez vous rédiger ça comme ça. Bon, moi j'ai déjà parlé. Donc on passe. Ce n'est pas l'expression analytique d'une translation. Alors, si ce n'est pas l'expression analytique d'une translation, forcément c'est une symétrie glissée. Et donc ici on dit F-1 est une symétrie glissée. Symétrie glissée. Alors, si c'est une symétrie glissée, comment chercher... C'est quoi une symétrie glissée d'abord? Une symétrie glissée, c'est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation. Est-ce que vous voyez? Voilà. Dès qu'on fait la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale, on obtient une symétrie glissée. Donc ici, la symétrie glissée, il y a deux éléments qui caractérisent la symétrie glissée. Nous allons d'abord trouver le vecteur de translation qui entre dans sa décomposition et l'équation, si on veut, la droite qui entre aussi, la symétrie orthogonale qui entre dans sa décomposition. Voilà ce que nous allons voir. Alors, lorsque le vecteur de translation n'est pas collinéaire à l'axe qui entre dans la décomposition, vraiment, ça n'a pas trop d'intérêt. OK? Bien, ici, si je prends la droite qui entre dans la décomposition, quand on prend un point M, on cherche son image par la symétrie orthogonale comme ça, on obtient un point intermédiaire M1, par exemple. OK? Donc, voilà, la longueur là et celle-ci sont les mêmes. Après, si le vecteur de translation est un vecteur comme ceci, par exemple, un vecteur de translation U. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous cherchons l'image de M1 par cette translation. Donc, par la propriété du parallélogramme, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Un truc de ce genre, on obtient un point, le point final M', image de M. Donc, bon, c'est à me lever. Après, si on joint voilà. Voilà, si on joint M et son image, voilà à peu près ce que ça donne. Alors, donc, le point qui est ici est le milieu du segment MM'. Bon, je peux l'appeler un point K comme ça, par exemple. Mais je n'en ai d'ailleurs pas besoin. Voilà. Donc, la finalité, c'est quelque chose comme ça. OK? Alors, je vais vous proposer une manière pour chercher l'équation de la droite qui entre dans cette décomposition. Donc, si j'appelle de la droite qui entre dans la décomposition, OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons que
nous allons prendre l'application linéaire phi associée à f-1. Nous voyons que nous allons chercher les invariants de cette application linéaire phi. OK? Voilà. Donc, mais phi, j'ai dit phi traite avec les vecteurs. Un vecteur u de coordonnées x, y est invariant par phi moins 1. Phi moins 1, c'est l'application linéaire associée à f moins 1. Est invariant par phi si et seulement si phi de u égale u. Mais l'expression analytique de phi, c'est quoi? Pour trouver l'expression analytique de phi, voilà, ici, pour trouver l'expression analytique de phi, il suffit d'abandonner les constantes là. Donc, on aura AY, AX. Donc, ici, c'est pareil aussi. Voilà. Notre phi moins 1, phi moins 1 est défini analytiquement par x' égale moins y et y' égale moins x. D'accord? Voilà. Donc, si phi de u égale à u, cela signifie tout simplement que x' égale à x. Donc, x' égale à x, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moins y égale à x. Et ici, y' égale à y, ça veut dire que moins x égale à y. Donc, finalement, on voit que quoi? Ça donne tout simplement, voilà, si on balance, donc ça fait x plus y égale à 0. Dans les deux cas, ça donne x plus y égale à 0. On obtient x plus y égale 0. OK? L'ensemble des invariants par phi, je vais l'appeler delta. OK? Alors, delta, c'est la droite vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs de cette droite, en fait. Delta a pour équation x plus y égale à 0. C'est l'ensemble des vecteurs de la droite que je viens de trouver là-bas. Et pour trouver la droite D qui entre dans la décomposition, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre un vecteur directeur de cette droite-là. OK? C'est la méthode, donc vous respectez ça et c'est tout. OK? Après, je vais vous proposer une deuxième méthode pour trouver cet axe encore. Et peut-être que vous trouverez encore plus simple, ou bien moins simple, je ne sais pas. Ce sera à vous de voir. Bien, ici, pour trouver un vecteur directeur de cette droite est quoi? V de coordonnées moins 1, 1. Vous savez comment chercher les coordonnées d'un vecteur, du vecteur directeur de cette droite. Donc, ça fait le coefficient de moins le coefficient de y et chose, ou bien leur opposé, ça dépend. Donc, ici, ça fait moins 1, 1, ou bien 1 et moins 1, on s'en fout, OK? Tout ça, c'est un vecteur directeur. Maintenant, une fois que le vecteur V est trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dès que un point M, dès que f moins 1 d'un point M est égal à M', alors le vecteur V et M' sont collinéaires. Est-ce que vous comprenez? Voilà. M' est collinéaire à V. V de coordonnées moins 1, 1. Mais le vecteur M' a pour coordonnées quoi? Bon, ça c'est, voilà, c'est les coordonnées de x'. Donc on aura quoi? Les coordonnées de M', ça fait x' moins x et y' moins y. C'est encore égal à quoi? Quand on fait x' moins x, donc on aura ici moins y moins 2 moins x. Et ici, moins x plus 2 moins y. Voilà les coordonnées de M'. D'accord? Donc, s'ils sont collinéaires, le déterminant de M' et V va donner 0. Ce qui équivaut à quoi? Voilà, moins x moins y moins 2. Et ici, moins x moins y plus 2. Et moins 1, 1. Le déterminant, ça fait 0. Ce déterminant, ça fait quoi? Ça fait moins x moins y moins 2. Moins le produit des deux. Donc, ça devient, voilà, plus moins x moins y plus 2 égale 0. Alors, le calcul nous donne quoi? On a moins x, ça fait moins 2x, moins 2y,
Et ici, moins 2 plus 2, ça fait 0. C'est-à-dire, on a quoi? Si on met moins 2 en facteur, on aura x plus y égale à 0. Ce qui équivaut tout simplement à x plus y égale 0. OK? Donc, c'est fini. L'équation là vous donne directement l'axe D qui entre dans la décomposition de cette symétrie glissée. Voilà. Donc, la droite d'équation x plus y égale à 0, voilà, est l'axe de cette symétrie glissée. Est l'axe de f-1, de la symétrie glissée f-1. D'accord? Mais une fois que l'axe est trouvé, comment il faut faire pour trouver le vecteur de translation? C'est vraiment très intéressant. Vous allez voir. Nous avons trouvé l'axe. Alors, regardez ici. Si je prends un point M sur, ou bien, bon, d'une manière générale, un point N comme ça sur l'axe. Alors, s'il est sur l'axe déjà, son image par la symétrie orthogonale d'axe D est lui-même. Donc, le point N1 est confondu à N. OK? N est égal à N1. Maintenant, l'image de N1 par la translation va donner un point, le point final N', de façon que N' soit égal au vecteur U de translation. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, nous disons soit N un point de la droite D. Alors, le translaté de N est un point N' tel que quoi? Alors, son translaté est N' tel que le vecteur N' soit égal à U. U étant le vecteur de translation qui entre dans cette décomposition. OK? Voilà. U est le vecteur de la symétrie glissée f-1. D'accord? Donc, ceci étant, alors, si N est sur la droite, ça veut dire que quoi? Ces coordonnées ici, vérifient l'équation de la droite. Donc, bien sûr, je prends N de coordonnées x, y, c'est très important. OK? Voilà. Donc, les coordonnées ici, du point N vérifient l'équation de la droite. Donc, ça veut dire que quoi? Mais la droite, c'est x plus y égale à 0. Ça veut dire que y égale à moins x. En d'autres termes, N a pour coordonnées, N a pour coordonnées x et moins y. OK? Voilà les coordonnées de M. N. Maintenant, je vais chercher l'image de N. Si N a pour coordonnées x et moins y, alors son image N' aura pour coordonnées quoi? Nous venons au niveau de l'application. D'accord? Voilà. Les coordonnées de N, ça sera quoi? Voilà. N', pour trouver les coordonnées N', nous allons remplacer ici x par x et y à la place de y, on va mettre moins x. Excusez-moi, ici je dis y égale à moins x. Donc ici c'est moins x. Sorry. Voilà. N a pour coordonnées x et moins x. En remplaçant ça ici, on aura quoi? Quand je mets moins x ici, j'aurai x moins 2. Donc, on aura finalement x moins 2. Et quand je mets... Oui, j'ai remplacé y par moins x ici. Donc, ça a donné x moins 2. Et on va remplacer x par lui-même. OK. Donc, là-bas, ça reste, ça fait moins x plus 2. Voilà les coordonnées de l'image de ce point. Vous remplacez seulement ici, dans l'expression analytique de f. Alors, le vecteur N' est égal à quoi alors? Donc, le vecteur N', voilà, a pour coordonnées, oui, x moins 2 moins x. Quand on fait x moins 2 moins x, ça nous donne quoi? Bon, on va écrire x moins 2 moins x. Et y moins x plus 2 plus x.
Donc, on voit que ça nous donne directement moins 2 et 2. Vous voyez? Voilà. C'est ça. Et puisque nn' égale à u, donc, on dira tout simplement que le vecteur u de coordonnées moins 2 et 2 est le vecteur de translation qui rentre dans cette décomposition. Je pense que déjà, vraiment, vous devez liker la vidéo, hein, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ok. Je vous avais promis vous proposer une deuxième méthode qui va vous permettre de déterminer l'axe de la symétrie glissée. Ok? Et pour trouver cet axe, c'est simple. Regardez, voilà, j'ai pris K comme le milieu de MM'. Alors, donc vous allez voir l'ensemble, vous allez prendre un point et son image. Donc, si vous connaissez les coordonnées X, Y de M, alors, je vais vous laisser faire ça pour ne pas trop allonger la vidéo. Alors, vous connaissez MA pour coordonnées X, Y. M', voilà les coordonnées M', c'est ça. Maintenant, vous allez chercher les coordonnées du milieu du segment MM'. Ok? En fonction de X et Y, vous allez chercher les coordonnées de K. Si vous désignez par K le milieu du segment MM'. Une fois que vous avez trouvé les coordonnées du point K, vous allez voir quel est l'ensemble décrit par K. Vous allez chercher l'ensemble décrit, le lieu géométrique des points K. Et quand vous avez les coordonnées d'un point, vous pouvez trouver le lieu géométrique de ce point. Et une fois que le lieu géométrique est trouvé, vous verrez que ce lieu géométrique, c'est exactement la droite. Donc, puisque, quelle que soit la position de M, le milieu du segment M' décrit la droite D. C'est bon? Voilà. Bon, essayez. Si vous n'avez pas pu, vous pouvez réagir dans les commentaires. Et je vais faire une courte vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la vidéo prend fin ici. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.